Bonjour, ici c'est Pierre-Emmanuel. Alors, une vidéo assez spéciale. J'étais en train de faire un devoir tout à l'heure et ça m'a renvoyé sur le site lesaffaires.com. Je suis tombé sur un article: Pourquoi la hargne anti-système est un risque croissant pour l'investisseur. Et ça m'a donné envie de vous partager mes réactions face à cet article. Alors, je vais le lire, je vais vous le lire à haute voix et placer mes commentaires. Le lien de l'article sera en dessous de la vidéo. Et c'est parti. Alors, analyse du risque. Les investisseurs ignorent trop souvent ce phénomène. Pourtant, ils pourraient bien réduire leur rendement. Les partis anti-système sont en constante progression en Occident et leur politique pourrait grignoter les bénéfices des entreprises à long terme. Alors, vous allez vous rendre compte au fur et à mesure de l'article que on ne fait pas forcément référence aux mêmes entités quand on parle d'entreprise ou d'investisseur. Pour moi, l'investisseur, c'est pas quelqu'un qui travaille dans une multinationale. Et pour moi, le parti anti-système, c'est bien, parce que là, c'est la galère, parce que le système est mal adapté, finalement, à ce qu'est devenu l'humanité dans le terme de développement, de créativité. Et je continue tout de suite. Alors, Unigestion, c'est une firme suisse de gestion de portefeuille, vient de publier une analyse à ce sujet. Sa conclusion: le risque politique augmente en raison de la montée des partis anti-système qui s'opposent à la mondialisation, à l'économie de marché et à l'immigration. Donc en gros, pour les multinationales, tout ce qui s'oppose à la mondialisation, à l'économie de marché, à l'immigration, c'est négatif. Mais on s'entend que c'est positif pour l'humanité. Par contre, les marchés, en tant que tels, donc, montrent peu de signes indiquant qu'ils l'ont intégré dans leur cours. En gros, ça veut dire que les gens continuent actuellement à consommer malgré le fait qu'ils ne soutiennent pas la philosophie des entreprises qui leur vendent les produits, des multinationales qui leur vendent les produits. Les analystes d'Unigestion expliquent comment la montée des partis anti-système, comme le Front National de Marine Le Pen en France, peut avoir un impact financier. Alors, j'avais pas fait le rapprochement, mais du coup, le Front National de Marine Le Pen, c'est pas si pire que ça. C'est anti-système. C'est ça qui va permettre de changer la donne de la situation qu'on connaît actuellement, avec les multinationales qui viennent empiéter sur le territoire français, prendre des emplois ou apporter de la technologie qui pourrait être développée par des Français directement, parce que les Français ont énormément d'idées également. Mais évidemment, si la place est prise par une autre entreprise, parce que ils ont un pouvoir juridique qui s'est développé et qui est difficile à contrebalancer, ils ne peuvent pas s'installer et développer leur business. Alors, en fait, les partis traditionnels peuvent mettre en œuvre des programmes inspirés des partis anti-système, soit pour séduire leurs partisans, soit par obligation, quand l'extrême gauche ou l'extrême droite font partie d'un gouvernement de coalition. Le hic, c'est que les idées des antisystèmes sont la plupart du temps défavorables au marché, en prenant par exemple des mesures protectionnistes et hostiles au libre-échange. Les positions du candidat républicain Donald Trump en sont un bel exemple. Alors le libre-échange, finalement, c'est de la merde. C'est très bon pour les multinationales, mais pour le consommateur, pour le citoyen qui veut devenir auto-entrepreneur qui veut développer sa petite entreprise, sa petite PME, ça lui met des bâtons dans les roues. Parce qu'il doit jouer avec des tarifs concurrentiels auxquels il ne peut pas répondre. Ça habitue le consommateur à avoir des tarifs très bas pour de la qualité très basse. Et donc, c'est nuisible à l'humanité, au développement, à l'espèce humaine. Parce que je commence à avoir il faut apporter maintenant dans notre gestion sociale une dimension holistique, une compréhension holistique, une vision holistique, parce que c'est finalement cette variable qui n'a pas été prise en compte qui a permis le développement du système tel qu'il est. J'y reviendrai un petit peu tout à l'heure. Donc le libre-échange, c'est pour faciliter les échanges, par exemple, entre les États-Unis et la France, le Canada et la France, le Canada et les États-Unis, le Canada avec le Mexique, etc. Et du coup, ça permet aux entreprises qui sont déjà en place de pouvoir s'octroyer des marchés internationaux, mais ça ne permet pas aux pays, aux pays de développer ses propres ressources.
Je reviendrai peut-être aussi tout à l'heure, mais là, je veux dire, à la base, on crée un pays pour se sentir en sécurité, et qu'est-ce qu'on cherche à faire au tout début, c'est s'assurer que les besoins fondamentaux vont être respectés, c'est-à-dire pouvoir se nourrir tout seul, pouvoir se protéger, enfin c'est surtout se nourrir, je veux dire, actuellement, les 3/4 de notre alimentation est importée ou exportée, enfin importée. Et du coup, en gros, comme la région parisienne, par exemple, alors qu'avant, c'est pas comme si que ça existait, ça a jamais existé ou quoi. Avant, il y avait les maraîchers à Paris, dans la région parisienne, qui permettaient de nourrir toute la population de la zone. Maintenant que les maraîchers n'existent plus, eh ben, tu fais un blocus autour de Paris en 7 jours, ben, il n'y a plus de nourriture, c'est la guerre civile, quoi. Les gens, pour se nourrir, ils vont devoir se battre, quoi. Il suffit de fermer, d'empêcher les gens, donc il peut y avoir une situation de guerre ou quoi. Puis évidemment, comme on contrôle plus la situation, on ferait que subir cela. Je veux dire, il paye une milice qui vient de l'autre bout du monde, et puis il fait un blocus, et basta, qu'est-ce qu'on fait nous autres? On se démerde comme des rats à essayer de trouver de la bouffe, quoi. Waouh! Alors, je continue. Alors, or, ces programmes sont susceptibles, donc les programmes prônés par les partis anti-système sont susceptibles de grignoter les bénéfices que les multinationales ont tirés de la libre circulation des biens, des services, des capitaux et des personnes, font remarquer les analystes d'Unigestion. Mais voilà, mais alors, où est le problème? Je veux dire, on devrait limiter le montant maximum qu'une personne en particulier gagne. Déjà, on devrait retirer la personnalité morale, enfin l'indépendance de la personnalité morale. Ça peut pas exister tout seul, une entreprise. Il y a forcément des humains derrière qui l'ont créée, qui la soutiennent, etc. Elle devrait pas avoir le droit de concourir en justice pour une cause s'il n'y a pas d'humains, tu sais, ça parce qu'il y a un statut, puis il y a des lois qui soutiennent l'entreprise. Mais je veux dire, derrière l'entreprise, il y a forcément des humains. S'il n'y a pas d'humain qui vient représenter l'entreprise au tribunal, eh ben, il devrait être considéré comme absent, quoi. C'est pas parce que c'est une personnalité morale, c'est ce droit-là, ce qui a été octroyé aux entreprises comme personnalité morale, c'est en 69 ou en 79, je sais plus, c'est de la bullshit. Pour l'humain, hein. Je veux dire, c'est très bien pour les entreprises multinationales, mais bon, là, on s'en fout. Ce qu'on veut, c'est que l'humanité vive mieux, hein. On s'entend. Du coup, le fait que ces programmes anti-système sont susceptibles de grignoter des bénéfices aux multinationales, ben c'est un bon point. On est d'accord. Alors, ce risque est d'autant plus inquiétant, donc le risque que les entreprises multinationales gagnent moins d'argent. Et d'autant, oui, alors ce que je voulais dire, oui, c'est ça, on devrait mettre un montant maximum. Je veux dire, une personne qui gagne plus d'1 million par mois, je veux dire, ça sert à quoi, là? Tu te laves les dents avec du caviar, là, ou je sais pas, mais, je veux dire, c'est abusé, quoi. Je veux dire, bref. Genre 100 000, c'est déjà énorme. 100 000 euros par mois, tu sais, tu fais déjà tout ce que tu veux, quoi. Et après, si t'as pas assez d'argent, ben, plutôt que d'essayer d'investir les marchés des autres pays, et ben, utilise ton intelligence pour avoir une nouvelle idée. Je veux dire, c'est pas comme si t'as une idée, là, puis que t'es pas capable d'en avoir d'autres, tu t'accroches à cette idée-là, puis que tu vas la mettre partout, tu sais, et puis que tu vas faire de l'ingérence dans les autres pays pour que tu puisses installer ton concept. Mais non, laisse les gens des autres pays avoir leur propre idée, puis se développer. Hein? Crois un petit peu en ton intelligence, monsieur la multinationale qui ne regardera sans doute pas ma vidéo. Alors, ce risque est d'autant plus inquiétant que la montée en puissance des partis anti-système est une tendance lourde, comme on peut le voir sur ce graphisme. Alors, le résumé du graphisme, on voit que ça monte depuis les années 1980, que les pourcentages finalement des votes pour les partis n'a cessé d'augmenter. Pas de surprise, puisque le système il continue son affaire jusqu'à temps que ça pète, quoi. Puis après il va dire ah mais comment ça se fait? Bon, bref, depuis 25 ans, on note une progression des voix en faveur de ces formations d'extrême gauche et d'extrême droite dans les principaux pays européens. L'accélération est évidente depuis la grande récession de 2008-2009. Une grande récession 2008-2009. Tout à l'heure quand j'ai lu l'article, ah d'accord, c'est cool. Tout à l'heure ils vont nous dire qu'on a eu un crash boursier puis on n'est pas au courant. En même temps, tu sais, c'est un petit peu la crise depuis 20 ans, alors... On assiste au même phénomène aux États-Unis avec la popularité du candidat républicain Donald Trump. Difficile de dire avec exactitude pourquoi des dizaines de millions d'Américains appuient Donald Trump. Les théories sont nombreuses.
Bah, peut-être parce que les gens en ont marre et qu'ils veulent avoir un bouleversement, changer, quoi. Hein? Pourquoi la hargne anti-système progresse-t-elle? Se pose-t-il la question. Comme si ce n'était pas évident. Enfin, pour quelqu'un du peuple, c'est évident. Alors pour eux autres qui vivent dans leur bulle et qui influencent le gros du peuple, apparemment ils ne sont pas conscients des conséquences de leurs actes. Alors les analystes d'Univision affirment pour leur part qu'un revirement dans la perception des effets de la mondialisation explique en grande partie la montée des partis antisystèmes. Alors un revirement dans la perception des effets de la mondialisation. Moi je dirais plutôt une prise de conscience des effets réels de la mondialisation, hein, parce que c'est ça, on se rend compte que c'est nuisible pour le bien-être humain du citoyen occidental, et du monde aussi, parce que finalement, les trois quarts de nos ressources, enfin pas les trois quarts, mais je veux dire, une majorité de nos ressources viennent des pays qui sont exploités encore maintenant, hein, par les pays occidentaux pour pouvoir asseoir leur notoriété et puis le système, justement, entretenir le système. Comme c'est, je sais plus quel, je sais qu'il y a un minéral qui est utilisé dans l'iPhone et qui provient d'une seule mine, qui a été repéré dans une seule mine dans un des pays d'Afrique. Bon, ben du coup, forcément, ils font travailler des gens dans des conditions qu'ils jugent minimales, enfin nécessaires, pour pouvoir récupérer cet ingrédient à leur iPhone, etc. Les États-Unis en sont un exemple éloquent, souligne une analyse de la Banque nationale publiée au printemps. Pendant les années 1930, les États-Unis étaient protectionnistes. Cela s'est manifesté par la loi Harley-Smoot, qui a fait passer de 39 à 53% le tarif moyen sur les importations protégées. Mais en 1945, les États-Unis sont devenus les plus ardents défenseurs du libre-échange. Pourquoi? Parce qu'ils avaient des intérêts avec ça. Parce que les Américains étaient à l'apogée de leur puissance et l'Europe, en ruine, devait se reconstruire. Donc il fallait forcément faciliter les échanges pour qu'ils puissent se faire plus facilement de l'argent et accessoirement, ouais, et que l'Europe puisse se reconstruire plus facilement. Donc l'Europe en ruine tentait de se relever d'un deuxième conflit meurtrier en 30 ans. Le protectionnisme était honni et discrédité. Ça veut dire en fait qu'il n'y a pas de valeur, il n'y a pas de vision unique qui est prônée, c'est juste quand ça nous arrange, on va dire ça, puis quand ça nous arrange pas, on va dire ça. C'est exactement ce qui s'est passé avec le tabac par exemple. Hein. Au début du tabac, on disait fumer de tout, empêche la toux, enlève la toux. C'est genre, t'as mal à la gorge, fume, puis change de marque tout le temps, et puis tu vas voir, ça va aller mieux. Et puis c'était soutenu par l'OMS, attention. Hein. Comme quoi aussi, c'est du gros n'importe quoi. Et comme quoi aussi, finalement, il n'y a que les personnes qui font les recherches, qui s'intéressent vraiment au fond des choses, qui vont avoir les résultats attendus. Sinon, ils font juste suivre la masse, et puis ils auront les résultats de la masse. C'est-à-dire, c'est pas génial, mais bon. Hein. Mais on a le choix quand même de pouvoir prendre son temps à faire des recherches plutôt que de jouer à Pokémon ou à Candy Crush ou je ne sais quoi. Hein. Ou à regarder la télé tout simplement. Alors, le protectionnisme était honni et discrédité. C'est dans cet état d'esprit qu'est né le GATT, G-A-T-T, l'accord général sur les tarifs et le commerce. En 1948, cet accord international a permis de réduire les tarifs douaniers et de relancer le commerce international. L'engouement pour le libre-échange était généralisé. Alors ça, c'est pareil, c'est toujours la même vision à œillère de l'occidental, quoi, qui... comme la Coupe du Monde, la Coupe du Monde, ça c'est pas sur le monde, là, à part si le monde ne fait référence que à la civilisation occidentale, quoi. Il y a des milliers, il y a des millions de personnes qui ne sont pas dans le monde, il y a des dizaines, des centaines de pays peut-être qui ne font pas partie du monde. Donc c'est un petit peu le libre-échange était généralisé, évidemment, il faut comprendre, dans la société occidentale, dans les pays qui ont cette vision de la vie sociale, finalement, humaine. Alors, il a mené quelques décennies plus tard à la création de l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, en 1995. Alors, je pensais que c'était beaucoup plus vieux que ça, l'OMC, qui gère le GATT présentement. Le GATT. Donc, l'OMC n'existe que depuis 1995 et ils nous font
Et on sent leur influence. Ils vont bien comprendre que c'est une influence néfaste à certains moments. Quand on se détachera de ce qu'ils nous proposent finalement. Je reviendrai sans doute tout à l'heure. Alors, mais cet engouement puissant en faveur du libre-échange a du plomb dans l'aile. Il n'y a pas que du plomb même. L'adhésion de la Chine à l'OMC en 2001, donc 6 ans après, a changé la donne économique, estiment les analyses d'Univision. C'est-à-dire que l'OMC était créé en 95, en 2001 il y avait déjà, ça allait pas très bien. La Chine, elle rentre, et bon là ça va un peu mieux parce que forcément, les Chinois ils sont un petit peu nombreux aussi. Et puis ils travaillent comme on leur a appris à travailler. La Chine, remarquerez que, je ne sais pas, au niveau du pourcentage d'entrepreneurs qui est en Chine, ça ne doit pas être très très élevé par rapport à leur population, évidemment. Même en France, c'est pas élevé, mais il y en a quand même plus. Il faudrait que j'essaie de voir les statistiques par rapport à ça, ça pourrait être intéressant. Le pays où il y a le plus d'entrepreneurs, il y a plus de création d'entreprises, de création de services, d'auto-entrepreneurs, de création de services de MC, etc. Alors, la Chine a connu une croissance du PIB à 2 chiffres. Alors ça les intéresse beaucoup. Les croissances de PIB à 2 chiffres, waouh, c'est le rêve pour ces messieurs des multinationales. À un moment où les économies occidentales étaient entrées dans une période de croissance structurellement plus lente. Aujourd'hui, un nombre important de citoyens manifestent des signes de frustration. Ça m'a fait un peu rire, là, sans parler d'un sentiment d'une perte de leur souveraineté économique. Des signes de frustration. Voilà, je veux dire, mai 68, c'était déjà un signe de frustration du système, là. Alors réveillez-vous les gars, je veux dire, les jeunes, il n'y a pas des crameurs de voitures qui, c'est pas pour le plaisir seulement, c'est pour exprimer leur mal-être par rapport à ce qu'ils vivent. Hein, alors on leur apprend pas à s'exprimer, alors ils le font la manière dont ils sont en mesure d'attirer l'attention finalement. Eh oui, je vais mal, regarde, je brûle la voiture, regarde, je fais un attentat. Bon, faudrait peut-être essayer de comprendre qu'il y a derrière une chanson de Balavoine qui fait référence à ça, à cette incompréhension, la chanson de Balavoine par rapport à la jeunesse, mais là c'est plus que la jeunesse qui se sent mal, je veux dire, attention. Alors, et donc un sentiment d'une perte de leur souveraineté économique. Alors ça, oui, depuis que le gouvernement, que l'État a donné l'autorisation de la création de la monnaie à des institutions privées, des banques, oui, forcément, on contrôle plus notre monnaie, du coup, ça s'est un petit peu diffusé dans le peuple, hein, en commençant par le gouvernement, et puis là, on se sent plus souverain de notre monnaie. L'une des solutions, c'est de créer, et il y a déjà quelques communautés, quelques villes qui le mettent en place, c'est de créer des monnaies locales. Je reviendrai peut-être tout à l'heure, si jamais je me mets à parler de solutions qui pourraient venir par rapport à ça. Donc autant de facteurs qui alimentent la montée des partis anti-système. Ouais. Le vote pour le Brexit est d'ailleurs un symptôme de ce phénomène, selon une gestion. Et d'autres surprises pourraient avoir lieu d'ici la fin de 2016-2017. Nous pensons que le risque politique, la montée des partis politiques contestant des solutions économiques du XXe siècle,